Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un jeune youtubeur du nom de Mr Crocodile qui a une énorme passion pour One Piece et rêverait de voir ses vidéos être un peu plus mises en avant. Il a suivi mes conseils pour améliorer la qualité de son contenu tout au long de ces derniers mois et se donne à fond pour pouvoir proposer des vidéos intéressantes et réussies. Il compte même investir dans du matériel pour améliorer la qualité. Mais il est à ses débuts, donc bien évidemment que son travail peut être encore amélioré. Ce que je voudrais de notre équipage plein de bonne volonté et de gentillesse, c'est de le partage de sa chaîne et de lui donner des conseils bienveillants et de la motivation pour qu'il continue. YouTube a assez de place pour tout le monde, je le dirai, je le répéterai toujours, et je vous invite à lui donner de la force en mon nom. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'on puisse ensemble mettre en lumière les plus jeunes youtubeurs qui se lancent et qui auront du mal à avoir de la visibilité. Un grand merci à ceux qui prendront la peine d'aller voir sa chaîne, vous aurez un lien en écran de fin de vidéo. Ce chapitre arrive à temps après mes deux dernières théories sur ma série de vidéos à Onigashima qui voit des éléments de ces dernières être déjà validés. Un très bon chapitre comme à notre habitude depuis quelques temps, même si le rythme cassé dû aux pauses du jump, lié soit au Covid-19 soit aux pauses annuelles, vient un peu chambouler tout ça. Et la semaine prochaine, hélas, pas de chapitre, cette fois-ci c'est Oda qui prend sa pause. J'ai décidé d'arrêter de parler de la mini-aventure de BJ, comme vous le savez, même si je la trouve intéressante, elle est pour moi bien trop longue et je veux juste passer à autre chose. Bienvenue malgré tout pour la review du chapitre 988 de One Piece, mais avant de commencer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre porte le nom « Désolé pour l'attente », cela signifiant que mon idée de titre liée aux différents fourreaux rouges et protagonistes de cette guerre tombe rapidement à l'eau. Mais ce n'est pas si grave, cela ne change en rien la beauté de ce chapitre avec les trois Mugiwara dont on n'avait aucune information qui font leur retour. Le chapitre commence avec la situation de Kaido qui a été suivi par Jack, un number et un groupe de gifters pour vaincre les samouraïs. Et alors que Jack se sent confiant face à l'adversité, les Minks, eux, sont prêts à prendre leur revanche en demandant au fourreau rouge de ne pas bouger. Raizo se présente à Jack en disant qu'il était le samouraï recherché et qu'il a bien l'intention de rendre au centuple la vie qui a été protégée au détriment des Minks. C'est ainsi que les gardiens de la forêt Roddy et Bibi ainsi que les mousquetaires d'Inu Arashi, Giovanni, Sicilian et Consolo prennent leur forme Sulong pour attaquer très certainement Jack puisqu'ils demandent au fourreau rouge et au duc de se concentrer sur Kaido. Les guerriers Minks suivent aussi de leur transformation afin de commencer l'attaque, mais Jack est assez confiant, précisant que cette forme ne dure pas longtemps. La question qui m'est passée par l'esprit à ce moment-là de ma lecture est comment, alors que Kaido a l'air de découvrir la forme Sulong, Jack, lui, la connaît déjà. Je me demande si Oda répondra à cette question. Le number est enfin nommé et il s'agira du numéro 7. Après Hacha représentant le 8 introduit au début de Nigashima, voici Nagi, le na venant de Nana qui veut dire 7 en japonais. Et alors que le combat éclate au sommet du crâne de Nigashima, les acteurs présents sur la scène témoignent du début de ce dernier et retournent se concentrer sur leur adversité. Queen demande à King si Jack est déjà monté et King lui répond que bien sûr car contrairement à Queen, Jack sait quoi faire dans ce genre de moment. On comprend que King est resté volontairement derrière laissant Jack rejoindre Kaido alors que Queen lui est plutôt dépassé par les événements. Des actions qui correspondent donc totalement à leur caractère. King est resté ici pour empêcher quiconque de récupérer Momonosuke et remarque alors que Shinobu essaye de le libérer avant de la dégager. Mais c'était sans compter l'homme invisible du camp allié, celui qui est fait pour ce genre de moment, comme j'avais prévu dans ma théorie, le Mugiwara préféré de Yams, à savoir Sanji grâce à son invisibilité, qui prend par surprise les deux calamités et libère Momonosuke avec un charisme incroyable. Il bloque l'attaque de King avec son pied et apparaît devant ses Nakama surpris de le voir ici, alors que King veut absolument récupérer Momonosuke. Sanji fait de la sécurité du petit sa priorité et se laisse prendre dans l'attaque de King pour envoyer Momo chez Shinobu. Sanji dit à Momo qu'il a apprécié son discours lorsque ce dernier a donné son nom, un message qui montre que Sanji était en réalité arrivé sur la scène même avant Luffy et attendait sagement le bon moment pour sauver l'enfant. King, en colère de voir le petit fuir alors qu'il devait le protéger, prend sa forme animale, qui est énorme en termes de taille, pour arrêter Sanji avec son bec alors que Sanji souffre de l'attaque de King. Sanji dit même qu'il mourra le ventre perforé. On peut imaginer ici que la résistance du Red Suit joue grandement en la faveur du cuisinier de l'équipage des chapeaux de paille alors qu'il se fait propulser. Luffy qui témoigne de la scène est surpris de la puissance de l'attaque de King. Mais nous savons tous très bien que Sanji ne s'avouera pas vaincu aussi rapidement, même si je ne pense pas que ce dernier retournera combattre King. Mais cela fait extrêmement plaisir de voir un Sanji reparticiper aux actions des Mugiwara ainsi et faire preuve d'audace et de bravoure incroyable puisqu'il prend le risque de libérer Momonosuke face à deux calamités, deux commandants de Kaido, et qu'il réussit sa quête en se sacrifiant. Il priorise la sécurité du petit et se fait attaquer du coup par King. On peut imaginer que pour la suite il y aura beaucoup d'éléments à prendre en compte comme notamment Marco ou encore la situation
situation avec Big Mom et la possible arrivée de Jinbei et Robin. Et alors que Luffy veut se rendre au sommet du crâne combattre Kaido aux côtés des fourreaux rouges, Big Mom l'en empêche en disant qu'elle va massacrer les Mugiwara et les samouraïs pour que le banquet puisse reprendre. Comme je l'avais dit, ce banquet a un goût de déjà-vu pour Big Mom puisqu'elle fait le lien avec la Tea Party et la capacité des pirates au chapeau de paille que de foutre le bordel dans ce genre d'événement festif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui Luffy est reconnu par Big Mom et Kaido, au-delà du fait que ce n'était qu'un rookie, les actions de ce dernier, de son équipage et de son alliance poussent les empereurs à devoir reconnaître Luffy comme une véritable épine dans le pied. Et ça, c'est stylé car il y a une centaine de chapitres, Kaido considérait Luffy comme un enfant qui jouait aux pirates et non un réel pirate, et je ne pense pas qu'il pourra redire ce genre de choses aujourd'hui au vu de la situation qu'a amené Luffy chez lui, donc à Onigashima, ou encore la confiance aveugle que lui voue Kinemon, leader de la rébellion de Wano Kuni. Big Mom fait parler sa puissance alors que Luffy est incapable de réagir pour l'instant et ce dernier est juste concentré à l'idée de trouver une porte de sortie pour se concentrer sur Kaido. Preuve que son objectif premier ici reste la créature au sang bête. Et alors qu'il tente de s'enfuir, Big Mom veut l'attaquer avec Zeus, mais c'était sans compter l'arrivée de Nami qui essaye tant bien que mal de récupérer son petit nuage magique. Est-ce le fruit du hasard ou bien Big Mom qui s'est renseigné sur les Mugiwara après la Tea Party? Mais elle traite Nami de chatte voleuse, sachant que c'est le surnom qui lui a été attribué lors de sa première prime après les événements d'Enies Lobby. Big Mom récupère assez aisément Zeus et lui demande d'attaquer Nami. Zeus étant contraint de répondre positivement aux demandes de Big Mom, avec qui il partage la même âme, car rappelons-le, mais Zeus, Prométhée et Napoléon détiennent un fragment d'âme de Big Mom, faisant d'eux des homies supérieurs aux autres qui sont assez banals si on doit les comparer aux armes de l'empereur. Mais c'est à ce moment-là que le soul sensor d'un squelette extraordinaire réagit alors que le conducteur de la moto, qui apparaît dans le champ, est en train de vivre sa meilleure vie en chantant à bord de son bolide. Et c'est ainsi qu'apparaissent les deux autres Mugiwara disparus, à savoir Brook et Franky, avec une entrée en scène aussi épique que ridicule. Épique car du côté des Mugiwara, ce n'est que la mise en valeur avec un Brook incroyable qui découpe Zeus. Bon, j'avais dit dans ma théorie qu'il aiderait Nami à le récupérer, mais c'est possible que ce soit la première étape de cette dite récupération. En tout cas, la suite nous le dira. Et Franky qui lui roule tout simplement sur la tête de Big Mom et la fait tomber. Alors que de l'autre côté, c'est encore une dérision pour l'empereur qui n'est clairement pas respecté ni par les Mugiwara, ni par Kaido, ni par son propre équipage, ni par l'auteur, ni par les lecteurs. Bon, nous savions que Big Mom était une grande enfant et que les adultes ont tendance à prendre de haut les enfants, mais quand même. Nous savions aussi que c'est plus à but humoristique, mais je ne suis personnellement pas fan de l'humour qui tourne en dérision un personnage introduit comme un monstre de puissance. Cela va, selon moi, à l'encontre de sa présentation et de ce qu'elle est censée dégager. Certains pensent que Big Mom est faible à cause de ça, mais rappelons quand même que ces mêmes critiques avaient dit que Luffy explosait Kaido lorsqu'ils avaient vu un Luffy frapper Kaido Soul en forme draconique avec un Elephant Gun et que le chapitre se terminait sur une mise en avant des yeux tout blancs de Kaido, signifiant selon eux que Kaido avait soit perdu connaissance ou avait soit pris d'énormes dégâts. La réalité les rattrapa très rapidement et j'aimerais te demander de ne pas tomber dans ce même piège. Nous savons très bien que Big Mom n'a presque jamais été blessée de son histoire et que personne n'a réussi à la vaincre en plusieurs décennies. Ce n'est pas la moto de Franky qui va mettre fin à une pirate légendaire, même si ce qui est possible après cette case, c'est qu'un choc crânien permette le retour de Lin. Mais personnellement, je n'y pense pas beaucoup, on a de plus en plus d'alliés dans cette guerre, tous plus puissants les uns que les autres, à savoir l'arrivée de Jinbei, puis Marco et Izo, avec les mix de Nekomamushi et pour finir Yamato. Si Big Mom redevient Olin et que cette dernière quitte Onigashima ou s'allie aux Mugiwara, la fameuse plus grande bataille du manga sera assez courte, très courte même, puisque nous aurons un avantage conséquent marqué pour l'Alliance pour faire tomber l'armée de Kaido. Et je précise bien l'armée de Kaido et non Kaido, car pour l'instant rien ne nous dit qu'ils sont assez forts pour vaincre Kaido, même si la défaite de l'empereur se dessine petit à petit grâce au Ryuo Doden et au Fourreau Rouge, héritier du plus grand samouraï du siècle. Et ce qui est important de souligner avec cette fin de chapitre est le fait que nous ne voyons plus Luffy, ce dernier était en train de fuir vers Kaido normalement, et le fait que Big Mom ait été arrêté par ses Nakama pourrait permettre à Luffy de quitter la scène. Ainsi, cela pourrait confirmer l'idée que Luffy ne combattra pas Big Mom, en tout cas pas avant d'avoir battu Kaido. N'oublions pas que pas loin de la scène il y avait Jinbei et Robin qui avaient vu Momonosuke mais qui étaient trop loin pour réagir. Ces derniers vont sûrement rejoindre leur Nakama alors que Zoro pourrait se retrouver près de Kaido. Cela permettrait, comme mes théories le stipulaient, une partie des Mugiwara contre Big Mom, Sanji contre une calamité et Zoro et Luffy contre Kaido. Pour les autres Mugiwara, les vidéos suivront très bientôt, notamment une vidéo sur le duo qui deviendra légendaire à la fin de cette guerre, à savoir Chopper et Usopp. Qu'as-tu pensé de ce chapitre? Moi j'ai particulièrement bien
bien apprécié, même s'il y a des choses dont j'en suis moins fan, comme je l'ai expliqué dans cette review. N'hésite pas à laisser ton avis sur le chapitre en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Et n'hésite pas à aller donner de la force au petit Mr. Crocodile. C'était Yams, El Psy Konguru.